Ok, salut, j'espère que vous vous portez bien. Continuons avec notre travail. Nous savons tous que le travail porte sur Martien Toua et son œuvre essaie sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on cause un peu sur l'affaire de Dubaï. Dubaï et ses filles, Dubaï et ses hommes. Ça court un peu de partout que à Dubaï, nos sœurs africains ont pris l'initiative de manger ou de consommer des produits finis. C'est-à-dire, quelqu'un a déjà consommé un produit transformé par l'industrie, dont le produit est déjà fini. Le produit dans son ventre va encore être totalement fini. C'est là qu'on dit, bon, on va donner à telle personne pour consommer aussi. Oui, à Dubaï, ça se passe. Les filles qui consomment des caca, des riches, ça se passe. Au nom de l'argent, au nom de la richesse, elles veulent être riches. Prenons, ce n'est pas le véritable sujet d'aujourd'hui, donc il faut laisser certains gens qui veulent se lancer dans des choses et de dire aussi à ceux qui ont encore le pouvoir de prendre en contrôle le destin. Nous savons tous, la vie est dure, c'est dur pour tout le monde, hein. C'est dur, mais il faut avoir le mental haut. Il ne faut pas toujours critiquer votre vie. Il faut aussi voir les avantages de votre vie, les avantages de ce que vous vivez. Ça aide quand même, ça aide. Parlons maintenant de la révolution africaine et l'ethnophilosophie. Oui, c'est ça. Il fait froid. On prend ce qui chauffe un peu le corps. Bon, révolution africaine et l'ethnophilosophie. La question qui vient, c'est est-ce que l'ethnophilosophie peut-elle participer à la révolution africaine? Pour cela, il est question pour nous de présenter la conception profonde de Martien Toa au sujet de l'ethnophilosophie. Comment est-ce que Toa conçoit-il de la manière la plus profonde l'ethnophilosophie? Nous allons présenter les arguments de Toa en 4 étapes. Non, je voulais plutôt dire en 3. 3 étapes. Bon, la 4e étape, on la bafoue. On met un peu de côté. Il y a trop des arguments, bon, il ne faut pas utiliser trop. 3, c'est suffisant. Bon. Premier argument, Toa pense que l'ethnophilosophie crée un débat sur l'absolu. Ça veut dire que si on commence déjà comme ça, il est question de présenter les critiques dont Martien Toa attribue à l'ethnophilosophie. L'ethnophilosophie favorise le débat sur l'absolu. Qu'est-ce qu'une connaissance qui favorise l'absolu? C'est une connaissance qui annule tout critique. Si on vous dit Jésus
Christ, Seigneur des chrétiens, a été conçu ou est le produit du Saint-Esprit, on ne vous demande pas de réfléchir si cela est vrai ou pas. On vous dit cela juste, vous devez suivre. C'est ça un débat sur l'absolu. Un débat qu'on ne doit pas critiquer. Pourquoi donc toi conçois comme l'absolu? L'ethnophilosophie pour toi présente la voie du dogmatisme. Le dogmatisme, vous voyez, le dogme à l'intérieur. C'est-à-dire accepter sans rien discuter, sans rien réfléchir. C'est ça. Ça crée le dogme. L'ethnophilosophie, d'après toi. L'ethnophilosophie empêche l'être d'aller contre elle, de vérifier ce qui peut être valide ou non valide. Deuxième argument sur l'absolu, l'ethnophilosophie approfondit l'ethnologie en le rendant pur. Ce que je vais vous dire, c'est que le mot pur ne prend pas un sens amélioratif, mais péjoratif. Pourquoi? L'ethnologie, nous savons tous, c'est une méthode pour voir comment un groupe de personnes vit. Par exemple, comment est-ce que la population de Tchang traverse son existence sur Terre par sa tradition, sa culture, par sa langue, par sa manière de faire des choses, de ses activités. Et l'ethnologie essaye donc de mettre un peu cela en rapport avec un autre groupe de personnes. Vous voyez de quoi je parle? Donc, approfondir l'ethnologie et essayer de dire que c'est une philosophie, tel n'est pas le cas. La philosophie porte ses critères à elle. L'ethnologie ne peut en aucun cas être la philosophie. Troisième argument sur l'absolu. L'ethnophilosophie développe des opinions métaphysiques non critiques. Vous voyez de quoi je parlais? Ça veut dire que, en tout cas, la somme ici avec l'absolu, c'est que on ne peut critiquer, on ne peut rejeter. Vous voyez? Et d'ailleurs, si nous partons à la page 32, l'auteur affirme: l'ethnophilosophie apparaît à la philosophie comme une théologie qui ne veut pas dire son nom. Comme une théologie qui ne veut pas dire son nom. La théologie, c'est comme une croyance. Dans la croyance, c'est le béni oui-oui. Vous voyez de quoi il s'agit? Ok. Passons donc à la deuxième étape. Deuxièmement, toi penses que l'ethnophilosophie est une voie de facilité. Oui,
dans l'ethnophilosophie, en effet, facilité ici prend le sens de lâche. Ceux qui ne veulent pas réellement bosser pour comprendre les réalités, ceux qui ne veulent pas se comprendre eux-mêmes afin de prendre en considération le challenge, la lutte qui doit se faire. Pourquoi toi penses que l'ethnophilosophie se présente comme une facilité? Premièrement, ils prennent en compte des éléments de l'ethnologie, mais dans l'ethnologie, ils font encore l'économie des techniques et de ces méthodes. D'accord? Ça veut dire, dans la voie de la facilité de l'ethnophilosophie, les ethnologues ont fait l'économie à la fois des techniques et des méthodes d'enquête ethnologique. Comment est-ce que vous prenez en compte une chose? Après, au lieu d'être réellement engagé, maintenant vous prenez un peu du recul. Par l'enquête, vous faites de l'économie. Par sa méthode de procéder, vous faites encore l'économie. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, nous avons dans l'œuvre de Théophile Obenga la philosophie africaine à la période pharaonique. Je profite pour vous dire que si vous avez besoin de vous approfondir sur la connaissance africaine, dans l'œuvre la philosophie africaine de la période pharaonique de Théophile Obenga essaie de donner des idées sur l'Afrique. Bon, dans l'œuvre en question, à la page 11, préface, nous avons Chiamalenga Tumba, si je prononce bien le nom, Chiamalenga Tumba, qui considère d'ailleurs l'ethnophilosophie ou alors sa manière de procéder comme une rétrojection facile. Ça veut dire, cela n'est pas seulement dans l'analyse de toi, mais aussi dans l'analyse des autres philosophes africains. Deuxième point, au sujet de la facilité, c'est que les ethnophilosophes non seulement ont essayé de faire l'économie au sujet de l'enquête ethnologique, mais aussi sur la discussion philosophique des idées. Qu'est-ce qu'on appelle la discussion philosophique des idées? Ce sont des différents points que des philosophes européens ont essayé de présenter sur l'essence de la philosophie, sur le plan de sa définition. C'est ça que l'auteur appelle la philosophie des idées. Et non seulement ils ont fait l'économie sur le discours
philosophiques des idées, mais aussi sur des valeurs mises en évidence. Vous voyez? Non, les ethnophilosophes, non seulement ils sont lâches avec l'ethnologie en question, mais avec la philosophie en question. Ils essaient de démontrer une philosophie négro-africaine avec des éléments, mais ils ne veulent pas aller en profondeur de ces éléments. J'espère qu'on s'entend bien. Et pour appuyer cela, il dit, toujours à la page 32, l'ethnophilosophie, telle qu'elle se pratique jusqu'ici, n'a trop souvent été qu'une voie de facilité, faisant l'économie à la fois des techniques et des méthodes d'enquête ethnologique et de la discussion philosophique des idées et des valeurs mises en avant. L'auteur est clair pour cela. Troisième étape, mes frères, comprenez très bien ceci. L'auteur pense que l'ethnophilosophie est dotée d'une grande stérilité. Vous savez qu'on dit deux fois qu'une femme est stérile. Vous connaissez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ethnophilosophie, si nous la prenons en considération pour mettre en place une révolution africaine, elle ne pourra jamais présenter un produit, d'après l'auteur. Pourquoi est-ce que l'auteur dit cela? Il y a des raisons. L'auteur pense que l'ethnophilosophie ne peut en aucun cas nous enrichir sur notre connaissance, sur la connaissance africaine, sur le savoir africain. C'est ce qu'il pense. Oui. Et il ne va pas seulement s'arrêter là. Il va encore dire que l'ethnophilosophie n'est susceptible à aucun développement. Ça veut dire l'ethnophilosophie est une femme qui ne peut pas accoucher, qui ne peut en aucun cas mettre en place un produit. D'accord. Nous allons présenter un texte qui dit cela. Ici, nous sommes à la page 33. C'est où l'idée de l'auteur est plus concentrée et plus profonde sur la conception de l'ethnophilosophie. Il dit, l'ethnophilosophie s'est avérée d'une grande stérilité. Elle se met hors d'état d'enrichir notre connaissance de nous-mêmes. Elle se met hors d'état d'enrichir notre connaissance de nous-mêmes. D'accord? Oui, oui. Et il dit encore que les idées avancées par l'ethnophilosophie sont figées dès leur mise au jour
et ne sont susceptibles d'aucun développement. Voilà donc ce que pense Marcin Toa au sujet de l'ethnophilosophie. Nous avons présenté cela en 3 étapes. Récapitulation. Première étape. L'ethnophilosophie est considérée comme une voie pour mettre en place une connaissance absolue. Deuxièmement, l'ethnophilosophie est comme une facilité. Troisièmement, l'ethnophilosophie est dotée d'une grande stérilité, c'est-à-dire elle est stérile. Alors, la question pour répondre maintenant est que l'ethnophilosophie peut-elle favoriser une révolution africaine? Tout est clair à travers ce que nous venons juste d'expliquer, que l'ethnophilosophie ne peut en aucun cas nous amener quelque part. L'ethnophilosophie ne peut pas satisfaire nos besoins parce que nous avons pleinement besoin de connaître ce que c'est que l'Afrique. Nous avons pleinement besoin d'exploiter l'Afrique. Nous avons tellement besoin de mettre en place des connaissances authentiques. Et que ces connaissances doivent nous aider à mettre en place également des méthodes pour sauver ou pour se sauver les uns les autres. L'Afrique possède autant de misère qu'il faut se donner à fond, qu'il faut s'échapper de la facilité, qu'il faut s'échapper de tout ce qui est stérile, qu'il faut s'échapper de tout ce qui est absolu et dire il est temps d'amener l'Afrique au sommet. C'est ce que Marcin Toa a besoin. Alors nous avons expliqué clairement les idées de Toa d'une manière profonde avec 3 arguments. Donc nous nous arrêtons là pour la vidéo. Nous savons que ceci peut aussi faire un sujet à l'examen, l'ethnophilosophie et la révolution africaine. Oui, ça peut être. Et il faut présenter des arguments. Si c'est d'après toi, il faut présenter ces arguments. D'après toi, l'ethnophilosophie est absolue. L'ethnophilosophie est considérée comme une facilité, considérée comme une connaissance stérile, sans voie à suivre. Alors je vous quitte. C'était Moukete Abel, vous connaissez. Prochainement, on va se prendre sur un autre thème. Le thème, c'est la révolution africaine et la philosophie. La philosophie européenne. La philosophie européenne. Alors, on se dit, bye bye, gardez-vous bien, portez-vous bien et ne ratez pas les actualités de notre chaîne Mebodian Science. Abonnez-vous avec le numéro qui va suivre. Si vous avez des questions, vous pouvez la noter. Posez des questions et on va vous répondre. D'accord?